L'affichage de poste, c'est un mode de communication. C'est un mode de communication de marketing RH. Mais il y a ce que je dis, il y a ce que la personne lit, ce qu'elle interprète, ce que j'ai voulu dire, puis tout ce qui se passe entre les deux. Exact. La communication humaine. La communication humaine s'applique aussi aux affichages de poste. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! Épisode 2 de ce balado Nuance-moi ça. Nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tours. Excusez-moi, la fan de Pokémon n'a pas pu résister. Merci, bonsoir. On continue avec ça. Donc, de retour pour cet épisode de Nuance-moi ça avec Mélissa Saint-Louis et moi-même, Fran Deloum, vos futures nuanceuses préférées, si c'est pas déjà le cas. On s'est autoproclamé comme ça. Donc, dans le premier épisode, on vous avait jasé ça sur pourquoi là, la neuroinclusion, c'est pertinent, important à discuter en organisation, pourquoi ça vous concerne, que vous soyez gestionnaire, RH, en DO, en EDI ou collègue, parmi d'autres collègues dans une équipe de feu, peu importe, ça nous concerne tous et toutes. Et aujourd'hui, on veut aller dans un épisode qui est franchement important, Mélissa, parce que les questions concernent souvent ce thème-là, c'est le recrutement. Puis là, quand on parle de recrutement, ça implique de revisiter des pratiques qu'on fait des fois depuis toujours sans trop avoir interrogé celles-ci. Ça nous demande aussi d'aller visiter nos propres biais, nos gut feelings, comme on peut appeler. Fait que ça peut être un épisode qui remet des choses en question. Puis on veut que vous preniez soin de vous là-dedans. Puis on veut aussi vous dire, là, surtout si vous êtes en RH, à quel point votre travail est important, à quel point on vous aime et à quel point on sait comment les ressources humaines, là, c'est trop souvent mal compris en organisation. On a un rôle tellement important et tellement méconnu. Il est tellement ingrat. Vraiment. Vraiment ingrat à tellement d'égards. T'es toujours entre l'écorce puis l'arbre. Ouais. Fait que oui, beaucoup d'amour d'emblée. Prenez-le, faites-vous un petit doudou avec, puis on va parler de choses. Puis dans tout ce qu'on va se raconter dans cet épisode-là, je veux quand même qu'on prenne avec une ouverture d'esprit on n'a pas toujours le pouvoir d'agir sur tout. On a des fois de la gestion de changement à faire quand on veut appliquer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Des fois, on est au RH, on donne des conseils, mais il y a quand même des gestionnaires qui sont responsables des choix finaux de la sélection, puis on peut pas toujours les influencer. Donc, de prendre soin de soi, si on se dit « Ouais, OK, c'est bien beau tout ce que vous avez dit, je veux le faire, puis tu sais quoi, en bout de ligne, j'y arrive pas. » On sème ces graines-là. Des fois, on n'y arrive pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver éventuellement puis qu'on ne pourra pas non plus, peut-être éventuellement, vous accompagner là-dedans pour aider à avoir plus de poids dans vos arguments. Mais on va essayer de vous donner des outils pour avoir un argumentaire convaincant avec cette gestion de changement-là au niveau du recrutement. Absolument. Faut bien commencer quelque part. Oui. On commence par une jasette. Exactement. Fait que là, le recrutement, il y a plusieurs étapes. J'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie. J'ai passé à travers tout ce qui était je reçois 100 CV par jour à j'en reçois plus parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, à on en reçoit tout plein, à on n'en reçoit plus. Fait que tu sais, toutes ces vagues-là qui vont avec le climat économique, je les ai vues. Montagne russe émotionnelle. Montagne russe. J'ai suivi ma première formation en marque employeur en 2012. Donc, avant que ça soit connu et cool, parce que je me posais des questions sur, quand je fais mes affichages de poste, quand je fais mon recrutement, là, puis dans ça, j'étais pas au niveau de la neuroinclusion, mais je me questionnais quand même sur le contrat psychologique. Quand la personne applique sur un poste, là, est-ce qu'elle sait exactement ce à quoi s'attendre? Puis après ça, est-ce que l'affichage de poste puis la façon dont je fais mon recrutement, c'est équivalent aussi en termes de comment est-ce que j'évalue, mesure mes compétences pour que la personne que j'envoie, puis fut un temps dans ce temps où j'étais en agence de placement, il fallait que la personne que j'envoie chez des clients, elle ait les compétences nécessaires puis qu'elle soit capable de se mettre en œuvre efficacement là, dans tout ça parce que c'était souvent des rôles de consultation. Ce qui fait que je me suis questionnée là-dessus très tôt puis après ça, j'ai continué de peaufiner ça parce que j'y avais un intérêt à rendre ça le plus efficace possible tout le temps. Vrai hipster de la marque employeur. Hipster de la marque employeur, on va dire ça comme ça. Puis là, quand on regarde au niveau de la neuroinclusion, il y a quelques ouvrages là-dessus, il y a de la documentation, mais quand on vient recroiser tout ça, il y en a beaucoup aussi qui reviennent à des bonnes pratiques. Fait que c'est là-dessus qu'on va tabler aujourd'hui. Je vous parle de mon vécu expérientiel, je vous parle de mon expérience depuis 2011
avec du recrutement et avec ce qu'on a comme data, études, etc. Puis Fran est là pour supporter parce que... T'as-tu déjà été hiring manager, toi? J'ai participé à des processus Oui. de recrutement, oui. Là, en fait, j'étais tellement... OK. J'ai eu une pensée que j'ai absolument pas pu inhiber qui était en train de comparer que 2011, c'est loin, puis là... En train de dire, je suis vieille. Non, non! Mais non, mais je l'âgisme. suis en train de me rendre compte que hey, l'an 2000, il est loin en tabarouette. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que quand je pense à l'an 2000, c'était hier, puis finalement, Non. années 80, l'an 2000, même combat. C'est... Oui. Excusez, back on track. Fait que pour répondre à ta question, oui, j'ai participé à des processus. Oui, voilà. Parfait. J'ai aussi vécu des processus. Ah oui. Ça compte-tu comme expérience, Ça compte. J'en ai vécu aussi. On verra si on veut en parler. C'est bon. Je sais pas si ça me tente. Je vais voir tantôt. C'est bien correct. Fait que là, ces processus de recrutement-là, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs actions. Puis là, on est ensemble pour encore un autre 35 minutes-ish. Ce qui veut dire que je peux pas parler de tout ça. On va faire des choix exécutifs. On va parler des affichages de postes. Puis on va parler des processus de sélection. Déjà des bons morceaux conséquents, moi, je trouve. Oui. Comme il y a de la chair autour de l'os. Là. On va se donner des lignes directrices pour comment mieux réfléchir à tout ça, comment se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de recette magique, comme on dit toujours. Mm-hmm. Il n'y a que ce qui est des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut les appliquer, puis comment est-ce qu'on peut influencer les gens autour de nous à bien vouloir les appliquer elles aussi. Exact. Fait que là, l'affichage de poste. Ça commence là. Hein? Oui. Pas anodin, l'affichage de poste. Non. Puis là, ça me rappelle mes souvenirs de feu festival Spark ton poste qui a eu lieu pendant 3 années. Je dis feu parce qu'à un moment donné, c'est ça a fait son temps, mais où est-ce que le but du festival était d'éradiquer les affichages de postes plates au Québec. Okay? Rien de moins. Puis là-dedans, il y a quand même cette notion-là de est-ce que mes affichages de postes, ils sont porteurs d'inclusion et sont-ils accessibles? Puis là, quand on parle d'accessibilité, juste pour définir le terme en tant que tel, c'est pas le fait de pouvoir aller le chercher facilement, donc quelque chose qui soit accessible sur une tablette, que je sois capable de l'attraper, mais en termes d'accessibilité aussi pour des personnes qui vivraient avec des situations de handicap, qu'on parle de profils neurodivergents, on peut même pousser puis se dire est-ce que mon affichage de poste est accessible pour une personne, par exemple, qui soit aveugle? On peut se poser ces questions-là jusqu'à ce niveau-là. Un affichage de poste qui est attrayant doit par le fait même être accessible parce que si ça a l'air d'une soupe alphabet, bloc bord en bord, il y a des bonnes chances que ça soit ni attrayant ni accessible. J'ai déjà des flashbacks. De tous ces textes qu'on voit tout le temps dans les affichages de poste, qu'on ne voit même plus, en fait, parce que c'est juste comme un gros bloc paragraphe de sous la direction de supervision de si ça, là. Et toute autre tâche connexe de sous-pression. Et toute autre tâche connexe de sous-pression, mon nouvel arrivant incroyable. Parfait. J'ai ri vraiment fort. mais c'est ça, tu sais, ça reste que des fois, on les a toujours faites comme ça, où il y a une espèce de modèle d'affichage de poste qu'on n'a pas pensé à refaire. Puis là, rajoute à ça, je reviens au contrat psychologique, où est-ce que, je vais définir, tu sais, le contrat psychologique, c'est est-ce que l'emploi que j'ai accepté de prendre, ou est-ce que la job que j'ai acheté, parce que je vends mon temps contre une rémunération, est-ce qu'il reflète la réalité que je vais vivre une fois que j'arrive dans mon emploi? Fait que ce que j'ai dit dans ma description de poste, est-ce que c'est ça qui va arriver? Et si ce n'est pas le cas, si ce que j'ai mis dans ma marque employeur ne reflète pas la réelle culture, si ce que j'ai lu, puis que les tâches qui avaient l'air super le fun, finalement, j'en fais jamais, ben il y a un bris de contrat psychologique. Oui, puis ça, je trouve que c'est intéressant à réfléchir parce que je pense qu'on s'est tellement fait dire qu'il fallait être attractif dans les rédactions que des fois, on a peut-être oublié ce côté-là de est-ce que c'est représentatif en plus d'être attrayant? Oui, il faut que ce soit comme pas plate, mais il y a quand même un équilibre à avoir avec tout ça. Là. C'est ça. Puis dans cette façon-là de le rédiger, est-ce que mon affichage de poste est un Frankenstein de bouts rapiécés de description de poste que j'ai rapatouillé ensemble parce que je manquais de temps puis je savais pas trop c'était quoi l'emploi parce que je suis pas nécessairement sur le plancher puis là, le gestionnaire m'a dit il va faire ça, ça, ça à peu près, prends 2-3 affichages, mixe ça tout ensemble, ça va te donner ce qu'on a besoin. Les chances que ça soit pas représentatif sont quand même assez élevées. Ouais. Puis là, si je refais quand même un lien au niveau de l'accessibilité, bien si c'est pas représentatif de la réalité de l'emploi, si moi, comme individu, je vis potentiellement avec des situations de handicap. Je regarde la description de poste, puis la description de poste, quand je la regarde, je me dis, non, tout ça, c'est dans mes zones de force.
je vais être bien pour le faire, je vais pouvoir exceller. Puis que finalement, quand j'arrive en emploi, je me retrouve dans des zones de défi ou dans des zones de situations de handicap. Bien là, je viens de me faire mettre à défaut sans mon consentement. Parce que quand j'accepte l'emploi, c'est une question aussi de consentement éclairé. Ouais. Fait qu'il y a cette première partie-là de, bon, ben, quand je fais mon affichage de poste, c'est quoi les questions que je pose à la personne qui est expert de contenu? Au RH, on va être des experts de contenu quand on parle d'affichage de poste. Puis on va avoir des experts de contenu qui vont être probablement le gestionnaire de ligne ou des collègues quand le gestionnaire est peut-être détaché des opérations. Puis là, on va poser des questions. OK, c'est quoi l'emploi? Qu'est-ce que vous faites à tous les jours? C'est quoi les défis? C'est quoi les responsabilités? C'est quoi les relations avec qui la personne va parler? Est-ce qu'elle va parler avec des personnes à l'externe? Est-ce qu'elle va parler avec juste des personnes à l'interne? Est-ce que c'est un travail qui est très solitaire? C'est un travail qui est toujours en équipe? De venir définir, ça ressemble à quoi l'emploi pour de vrai? Essayer de prendre une photo de la job. Ouais. Une fois que j'ai ça, puis que je compose l'affichage de poste avec tout ça, bien là, il y a toutes les notions de hiérarchie de l'information, de rendre l'information qu'elle soit comestible et efficace à lire. Quand on vient à différents profils neurodivergents, par exemple, une personne qui est dyslexique, orthographique, qui aurait toutes les compétences pour faire l'emploi, si elle se retrouve à lire un bloc de texte monolithique, ça se peut qu'elle parte en fait, n'importe qui part, je pense, quand ça a de ça. C'est déjà pas très attrayant par défaut quand t'as un gros bloc de texte massif intimidant, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas les repères visuels pour repérer. Repères pour repérer. Hey, allô, la redondance? Tu n'as pas les repères visuels pour trouver l'information, tu sais, qui concerne les tâches versus ce qui serait la description versus les responsabilités versus les compétences. Puis, tu sais, on le voit des fois. Moi, l'exemple qui me vient avec ça, c'est les offres d'emploi, des fois, qui sont mal formatées d'un site web à un autre. Puis là, justement, il y en a une où tu as toutes les sections clairement indiquées, puis tu as l'autre où c'est comme tout all bundled up, là, comme tout mis ensemble dans un gros moton. Là. Ça fait une différence là, quand on y pense. Oui. Puis c'est sûr qu'on est toujours dépendant un peu des systèmes qu'on utilise pour l'afficher. Puis des fois. C'était une comparaison. Oui, non. Puis. Mais il y a toujours façon de voir, OK, est-ce que je réussis à mettre des boulettes, des bullet points quand même à travers tout ça, même si je ne l'ai pas des vraies boulettes là, telles quelles. Est-ce que je peux avoir. Par exemple, un lien qui dit, bon, ben, tu sais, voici la description de poste. Si tu veux la voir dans un autre format, tu pourrais la télécharger en format PDF. Puis là, celle-là, elle pourrait être beaucoup plus attrayante, alléchante, etc. Il y a plein de façons de contourner tout ça. Je pourrais mettre un affichage de poste qui est plus scindé, qui représente vraiment l'essentiel de l'emploi, puis de dire, bon, ben, si tu veux en savoir plus, la description complète et détaillée, elle est disponible à tel endroit, si tu cliques sur le lien, etc. La personne peut prendre une décision en toute connaissance de cause, mais une personne qui veut regarder rapidement si ça lui convient ou pas. Le premier filtre, là. C'est ça, le premier filtre, elle n'a pas besoin de se taper. Fait qu'on revient aux bonnes notions en gestion des opérations, du juste assez, juste à temps. Ça s'applique aussi aux ressources humaines. Juste assez, juste à temps. Si simple et si efficace. Toujours, pour tout. Fait que là, ces affichages de postes-là, si on parle un peu des... on rit un peu là, sur nos pet peeves. Il y en a d'autres, tu sais, toutes ces formulations-là qu'on réfléchit plus, là. Une équipe jeune et dynamique. Oui. Je vous crois, là, vous êtes jeune et dynamique, mais c'est ça. Ça pourrait être agiste. Ça pourrait être agiste et ça veut plus rien dire. Il n'y a pas grand monde qui arrive à me définir le mot dynamique, je te dirais. Non. Dynamique, ça bouge. D'habitude. C'est ça. Il y a des gens pour qui ce serait bien étourdissant. Moi, une équipe de moi, là, j'étourdis la moyenne des autres, je te confirme. Fait que ça, on récapitule, tu sais, rapidement, puis c'est sûr que ça reste quelques lignes directrices à haut niveau, là, dans le format qu'on peut couvrir là, en ce moment dans l'épisode, mais juste assez, juste à temps. Rendre l'information aérée, comestible le plus possible, de s'assurer que ça correspond à la réalité de l'emploi, puis ça, pour ce faire, la personne aux ressources humaines, la personne qui écrit la description de poste, c'est l'expert de contenant, c'est elle qui maîtrise son gabarit d'affichage de poste. Puis l'expert de contenu, c'est la personne sur le plancher qui peut donner cette information-là. Puis quand je me ramène à mon bagage, quand j'étais en recrutement, et j'étais fraîchement sortie de l'université, puis je faisais du recrutement en informatique. Puis là, je voulais avoir l'air intelligente quand je faisais mes entrevues. Parce que là, tu sais, il faut que tu convainques la personne de venir travailler chez vous. Quoi qu'on était en récession économique dans ce temps-là, fait que j'avais moins à convaincre, je dirais. Ouais. Mais
de m'assurer aussi que ce que j'écrivais dans la charge de poste, j'étais capable de le comprendre. Fait que j'avais mes collègues que j'allais voir, puis je disais, OK, là, ça veut dire quoi, ça? Ouais, Puis ça, ouais. ça veut dire quoi? Puis ça veut-tu dire la même chose dans d'autres mots? Mhm. Fait que ça, c'est super important quand on est dans des milieux très techniques parce qu'on ne sait pas, parce que des fois, le jargon fait qu'on pense que c'est deux choses différentes, puis ça veut dire la même chose. Puis là, la personne qui lit l'affichage de poste, elle va bien s'en rendre compte que la personne qui l'écrit, elle ne sait pas. On veut pas ça. Mais non. On veut pas ça. Mais là, ça reste quand même dans des trucs plus marketing, mais encore une fois, quand on parle de l'accessibilité dans tout ça, d'avoir les bons mots, d'éviter le jargon aussi le plus possible pour s'assurer que ça reste accessible. Si quelqu'un ne vient pas de ce milieu-là particulier, mais vient d'un milieu connexe, si on met trop de jargon, la personne risque de penser qu'elle n'a pas les compétences, elle risque de ne pas se reconnaître là-dedans, puis de s'auto-éjecter elle-même du processus de recrutement, puis on vient de perdre un talent potentiel. Là. Ouais, puis tu sais, je t'écoutais, puis l'autre lien que je me faisais dans ma tête, c'est on est tous humains, là, fait qu'on a nos propres préférences par rapport à des tâches, fait qu'il y a des tâches qu'on perçoit comme plates, puis on se dit, oh mon Dieu, mais c'est tellement plate à mettre dans un affichage de poste, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être plate pour une personne, puis vraiment le fun pour une autre, puis à la limite, ça fait partie de la réalité, tu sais, ça se peut qu'il y ait des tâches plates, je m'attends à ce qu'il y ait des tâches plates dans un job, c'est tout le temps ça, je veux dire, j'adore ce qu'on fait chez Nuance, mais il y a clairement des tâches dans lesquelles je suis plus efficace que d'autres, et plus enthousiaste que d'autres, mais il faut que je le sache, tout simplement, tu sais, t'as dit le mot tantôt, ça peut être une job bien solitaire, là. Il y a sûrement des personnes pour qui le mot solitaire sonne presque péjoratif, ça sonne isolé, ça sonne exclusion, d'autres pour qui ça sonne comme un paradis, hey, la paix, tranquille, tu sais, fait que c'est de se rendre compte que le plus on est représentatif, on va aller rejoindre les bonnes personnes aussi, tu sais, qui veulent ce genre de milieu-là ou de tâches-là. Oui, puis c'est souvent quelque chose que j'entends, que ce soit en formation, quand je parle avec des pairs, tu sais, ouais, mais l'affichage, il est plate. La job est plate. OK, mais tu as choisi d'être en ressources humaines parce que ça t'anime. Cette personne-là a probablement choisi d'être dans ce domaine-là parce qu'il y a quelque chose qui l'anime là-dedans. Ça donne service à personne que de mettre des feux d'artifice là où il n'y en a pas. Non, c'est ça. Puis probablement que tel quel, il y a des personnes à qui ça va parler, puis c'est correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde qui disent. Pareil. Pareil. Fait que là, c'est l'affichage. Il me semble qu'on a fait ça de façon très efficace. Ben, tant mieux, on va pas surtout chicaner quand on est efficace, c'est le fun! Fait que le affichage, j'ai pas ça. Hey, on va revenir sur une couple de pet peeves, OK? Vas-y. Bon. Travailler sous pression. Oh, travailler sous pression. Là, déjà, moi, mon cerveau, il va avoir une marmite cuistot, le truc à pression. Là. Bref, comme ça veut rien dire. Quelqu'un qui a vécu un épuisement professionnel va se sauver en courant en voyant ça, parce que des fois, ça peut être un euphémisme aussi de travailler sous pression. Non, travailler chez nous, c'est l'enfer et tu n'arrêtes jamais. Exact. En fait, ça parle de l'environnement qui est peut-être pas aussi organisé qu'il devrait, plutôt que de la job. Puis là, j'ai envie de te dire, mais ça, ouais, mais comme, on fait quoi si le rythme est soutenu, justement, dans cet emploi-là? On le dit pas? On le dit. On le dit, mais on le dit de façon explicite. Puis des fois, on peut avoir des secteurs d'activité où est-ce qu'on a du travail sous pression de façon périodique. Là, quand on revient à démontrer la réalité de l'emploi pour de vrai dans l'affichage de poste, ben, au lieu de dire travail sous pression, on peut-tu dire qu'il y a des saisons de pointe, puis que quand on n'est pas en saison de pointe, ben, on en profite pour être proactif et remplir nos batteries. Ça peut être aussi d'être descriptif, je suppose, parce que travailler sous pression, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire de gérer plusieurs dossiers de manière simultanée, ça peut vouloir parler de courts délais, ça peut vouloir parler d'adaptabilité. Donc, je pense que de se poser les questions de qu'est-ce qu'on entend là, par sous pression nous permet de le décrire beaucoup plus et de représenter beaucoup plus l'emploi. Parce qu'il y a des emplois qui, par définition, sont sous pression. Je dirais, infirmière en urgence, là, je pense que ça vient de la pression. Généralement, on a moins besoin de l'expliciter, mais il y a des emplois comme adjoint ou adjointe administrative. Le sous-pression peut être interprété de plein de façons différentes, puis ça reste que l'affichage de poste, c'est un mode de communication. C'est un mode de communication de marketing RH, mais il y a ce que je dis, il y a ce que la personne lit, ce qu'elle interprète, ce que j'ai voulu dire, puis tout ce qui se passe entre les deux. Exact. La communication humaine. La communication humaine s'applique aussi aux affichages de poste. Fait que comment est-ce que je le mets de façon beaucoup plus explicite? Il y a une partie de la recette qui se trouve là. D'autres phrases qui me font hérisser, c'est sous la responsabilité de, ou sous la supervision de, ou sous... Je comprends pas. Pourquoi?
Mais des fois, c'est des gabarits, on le sait. C'est Puis ça. on rappelle, on vous amène à réfléchir à ce sur quoi vous avez de l'agentivité. Là. Si vous n'avez pas de pouvoir d'agir sur une chose, on comprend. Là. Mais des fois, c'est des gabarits. Mais des fois, ça pourrait être plus flexible, tu sais, à condition que ce soit représentatif. À condition que ça soit représentatif. Puis de dire, justement, tu sais, dans tout ça, il y a certaines personnes qui, justement, vont avoir besoin de peut-être plus de flexibilité ou qui ont besoin de plus d'autonomie. Puis là, je vais faire un parallèle qu'on n'a pas parlé. Mais Surprends-moi. puis ça sera un sujet d'un autre épisode, un de ces quatre. Mais quand on regarde la surreprésentation d'entrepreneurs, d'entrepreneuses neurodivergentes, donc les statistiques sont vraiment là pour le montrer. Là, ici au Canada, dans les statistiques de 2021, on parlait du double de la prévalence. C'est des chiffres qui sont en suivi, en cours d'évolution. On a d'autres statistiques ailleurs dans le monde qui vont parler, par exemple, au niveau du TDAH, de 5 fois plus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a soit le fait que, justement, on passe pas à travers les processus de recrutement ou quand on arrive en emploi, on n'est pas bien dans ces boîtes-là. Ouais. Ou il y a la notion aussi du besoin entrepreneurial. Ouais. Puis là, une personne qui a un fort désir intrapreneurial, parce qu'on peut vouloir avoir cette posture entrepreneuriale-là sans tous les risques, puis amener tout ça à une organisation. Si je lis quelque chose du genre sous la supervision directe du superviseur, ça vient pas vraiment chatouiller ma fibre intrapreneuriale nécessairement. Puis ce que je veux dire avec cette phrase-là, c'est peut-être de dire, ben en collaboration avec, peut-être que c'est important aussi dans les arguments de vente de dire, hey, tu sais quoi, ça serait potentiellement pour la personne qui lit l'affichage de poste, un upgrade dans sa carrière que de travailler en collaboration avec le directeur des opérations. Ouais. Je trouve un verbe d'action qui représente beaucoup plus ce type de relation qu'on va avoir en place. Mais c'est ça, à partir du moment où ça représente ce qui est la culture, puis si on a une culture très collaborative, très aplanie, tu sais, je veux dire, ça vient faire du sens, tandis que, tu sais, quand on pense à sous la supervision d'eux, il y a quelque chose de plus vertical, de haut en bas, là. Puis ça peut être représentatif du milieu aussi. Je veux dire qu'il y a des personnes qui ça va convenir, mais c'est de se poser la question minimalement. Oui. Puis on va en faire un deuxième. Un dernier. Un deuxième, c'est un dernier. Deuxième et dernier? Ça commençait par D. Tout autre tâche connexe. Oui. Il y a dos large. Il y a dos large. c'est un peu le petit sac surprise que tu achètes chez Ardennes puis tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Les sacs surprises chez Ardennes. Il y en avait dans le temps. Là, je sais pas, c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Là. Mais ces espèces de sacs surprises-là que tu achètes puis tu sais pas trop qu'est-ce qui vient dedans. Puis là, finalement, tu as trois guisenottes qui servent à rien ou tu as pogné le jackpot. Tu sais. Ouais. Mais souvent, c'est rare que le jackpot se cache dans les tâches connexes d'un affichage de poste, malheureusement. Puis c'est juste que, tu sais, toute autre tâche connexe devrait représenter, je dirais pas des exceptions, mais tu sais, plus comme tu dis, des guises, des petits trucs plus ponctuels qu'on va pas toutes lister. Tu sais, ça devrait pas constituer finalement 60% de ta job. Ça devrait pas. Ça devrait même pas constituer 15% de ta job. Voilà. Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il n'y a pas... le contrat de travail puis l'affichage de poste, c'est pas la même chose. C'est pas parce que l'affichage de poste ne dit pas toute autre tâche connexe que j'ai pas une autre méthode dans mon processus de recrutement pour dire, bon, ben oui, dans la description complète du poste, on le met, on en parle en entrevue pour dire, bon, ben, tu sais, 5% du temps, ça se peut que t'ailles à, je sais pas moi, laver des toilettes. C'est comme important de savoir là, dans les tâches connexes, ce genre de choses-là, si ça fait partie des Moi, c'est un facteur décisionnel. Ben, c'est ça. Si les tâches connexes ont un facteur décisionnel important, potentiel dedans, c'est comme important de le mentionner là, d'emblée pour prendre une décision libre et éclairée dans ce choix-là de travailler pour une entreprise ou pas. Puis encore là, quand on revient à des personnes qui ont vécu des environnements de travail où est-ce qu'elles n'étaient pas incluses, où est-ce qu'elles étaient toujours prises à défaut, où est-ce qu'elles vivaient constamment dans leur situation de handicap de par leur profil neurodivergent, le tout autre tâche connexe peut être anxiogène de par qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis je veux-tu être capable de le faire? Ouais. Fait qu'on essaie d'éviter le plus possible. Puis encore une fois, moi, j'en viens à se poser la question. C'est ça. Parce que ça se peut qu'en te posant les questions, tu extrais des tâches, tu fasses comme « Oh, attends, finalement, c'est pas tant connexe, je vais m'assurer que ce soit visible. » Et tu peux aussi te remettre en question de est-ce que c'est cette personne-là dans ce rôle-là qui devrait faire toutes ces tâches connexes-là, finalement. T'sais. Je trouve que ça engendre comme plein de ramifications pertinentes pour l'organisation que de se poser la question avant de l'englober sans réfléchir. Exactement. Puis si la réponse, c'est qu'il y a toute autre tâche connexe parce qu'on est trop organique, ben là, ça peut revenir à une autre question qu'on regarderait dans d'autres épisodes sur nos processus de travail, par exemple. Par exemple. Parce qu'on peut créer d'autres situations de handicap quand on n'a pas ça.
Fait que là, une fois que l'affichage de poste, bon, on a pensé à l'accessibilité, on l'a rendu, comme tu dis, comestible, intelligible, représentatif et attrayant. Une fois qu'on est rendu en processus de sélection, là, qu'est-ce qui se passe? On va trier les CV, on va potentiellement faire une entrevue téléphonique, puis on va potentiellement faire une ou plusieurs entrevues, que ce soit en personne ou en virtuel. Puis ça représente pas mal souvent beaucoup de processus de recrutement. Il y en a qui vont rajouter peut-être des tests du français, certains examens. Des fois, il y en a qui vont rajouter de la psychométrie plus loin. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Je pense pas qu'on peut avoir aujourd'hui. Non. Mais... Par contre, j'ai envie de faire un parallèle sur les tests de français. Je trouve ça super compréhensible dans plein de rôles, mais j'ai eu des rôles où les examens de français que je devais passer, et je me considère efficace en français, là, j'ai un bon vocabulaire, je suis capable de rédiger, je me débrouille très bien, on me le reflète souvent, mais j'ai passé des examens où ce qui était évalué, c'était genre les exceptions de la langue française, qui n'étaient absolument pas jamais utilisées dans le rôle par la suite. Alors que oui, le rôle demandait un certain niveau de français écrit et oral, mais c'est pas ça que mon examen évaluait pas en tout, là. Puis c'est exactement là-dessus qu'on devrait tabler. Parce que, tout comme mon affichage de poste doit être représentatif de l'emploi, mon processus de recrutement doit être représentatif de l'emploi aussi. Si j'ai un processus de recrutement 100% en ligne, avec des tests en ligne, puis toutes sortes de morceaux procéduraux que je dois passer par des technologies, et que le poste ne requiert aucune technologie, puis que j'ai le risque d'avoir des personnes qui veulent appliquer qui, elles, n'ont pas la littératie informatique, là, je viens de créer des barrières. Ouais. Potentiellement. Puis c'est sûr que... Je crée des barrières pour les personnes candidates, mais je restreins aussi mon accès à un bassin de talent. Exact. C'est un lose-lose scénario, ça, là. Exactement. Si je veux engager des postes, par exemple, pour quelqu'un qui fait de l'entretien ménager, puis qui touche jamais un ordinateur de sa sainte vie au travail, ben j'irai pas faire un recrutement qui est 100% numérique. C'est ça. Même chose pour l'exemple du français. Est-ce que l'examen de français évalue le niveau de français dont j'ai besoin pour faire l'emploi? Puis après ça, quand j'ai fait mon examen de français, est-ce que si, par exemple, je suis dyslexique ou même avec un TDAH, on peut avoir des difficultés. Ouais. Je m'inclus là-dedans au niveau de la rédaction parce qu'on n'y va juste plus. Ouais. Si j'ai pas droit à un outil de correction du français, mais que dans mon emploi, j'aurais le droit. Pourquoi? Je viens aussi, c'est ça. Fait que je viens de couper des candidatures potentielles en disant, ben, ils sont pas capables d'écrire correctement, mais si tu donnes accès à un logiciel, ça vient baliser le terrain, puis là, elle serait capable de performer de la bonne façon. Puis tu sais, ça me permet même de faire un petit crochet sur les biais. Tu sais, on peut accorder beaucoup d'importance aussi à la façon d'écrire, des fois par préférence personnelle, mais il faut aussi, là, faire la part des choses par rapport au rôle pour lequel on recrute, là. Ouais. C'est vrai que c'est toujours un point vraiment comme chaud en formation. Je comprends. Ça soulève bien des passions sur la capacité d'écrire, puis de, tu sais, s'il y a une couple de fautes dans le CV, ça veut dire que je retiens pas la candidature parce que pour moi, le français est important, puis j'enlève aucunement l'importance à la langue française au Québec. Là, on parle pas de ce débat-là. Ce n'est pas un débat à partir, mais de se dire que si dans l'emploi, la personne, elle n'est pas en train de faire des communications publiques, ça veut pas dire qu'elle n'a pas les compétences pour faire l'emploi, même s'il y a des coquilles dans son CV, tu sais. Exact. Fait que ça nous ramène à se demander, bon, mais ce processus de recrutement-là, quand je le fais, est-ce que c'est représentatif de l'emploi? Puis là, on va commencer peut-être à se poser des questions sur des mauvaises pratiques qu'on a déjà entendues. Mettons, là, si t'aimes pas le hockey, t'as pas d'affaire à travailler dans cet emploi-là. C'est des choses entendues. Ça a l'air tiré par les cheveux, ce qu'on vous dit, là, mais... Puis c'est rarement... En fait, je pense que c'est jamais mal intentionné. Non. Là. Mais de se mettre à poser des questions sur les intérêts, les allégeances d'équipe de hockey de la personne, ça crée des biais. Si c'est parce qu'on aime ça en parler au travail, c'est correct d'aimer ça, mais ça n'a aucun rapport avec le profil de compétences de la personne candidate. Ça ne devrait pas faire partie du processus de sélection. C'est ça, à moins que tu fais un recrutement pour remplacer Chantal Maccabé. Okay. C'est pertinent, c'est pas pareil. C'est de faire attention, c'est que des fois, on est plein de bonnes intentions, puis on pose des questions pour briser la glace ou créer une atmosphère, sauf que chaque question qu'on pose a un impact sur la façon dont on va lire la situation. Exact. Puis là, pour certaines personnes, justement, ce small talk-là, en plus de générer potentiellement des biais, mais c'est pas toutes les personnes neurodivergentes qui vont naviguer ces questions-là de la même façon. Puis dans les
différentes neurominorités, au niveau des profils autistes, c'est dans les profils qui ont le plus de difficultés à naviguer les entrevues, justement, tu sais. Puis j'en avais entendu une histoire qui était... Écoute, c'était vraiment sympathique, puis ça exprimait vraiment les enjeux de traduction entre personnes alistes non autistes et personnes autistes. La personne dans l'entrevue avait demandé « Pourquoi est-ce que tu serais la meilleure personne pour faire cet emploi-là? » Puis là, la personne de répondre « Ben, montre-moi les autres CV, je vais les évaluer, je vais dire si je suis la meilleure personne. » Ça a le mérite d'être franc et transparent. C'était franc, transparent et très honnête, tu sais. Fait que des fois, de poser des questions juste pour briser la glace, ou est-ce que l'enlignement n'est pas clair, le besoin d'évaluation n'est pas clair. De un, on vient de nuire à la fiabilité de nos résultats. Puis pour la personne, ça se peut que tout d'un coup, elle ne sache pas quoi répondre, puis elle réponde quelque chose qui est peut-être considéré comme étant hors champ par la personne qui reçoit la réponse. Puis là, on vient de briser un peu ce processus-là. Oui, puis tu sais, moi, je me projette dans une situation où on me pose une question un petit peu à côté de la plaque, tu sais, par rapport à l'entrevue. C'est sûr que je me mets à chercher c'est quoi les liens par en arrière, puis là, tu vas pouvoir me voir le processer, là, avec, comme avec les petites images de la matrice, là, tu vois les petits numéros verts qui descendent devant mes yeux, là, c'est ça qui va se passer, là, je vais être en train de chercher quel lien que je peux faire, tu sais, moi, ça va créer une explosion dans mon cerveau, là, fait que ça contribue à personne, je vais t'amener dans des terrains insoupçonnés. Exact. Puis là, les questions aussi tu sais, des questions où est-ce que je viens demander à la personne de me dire qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans une situation précédente face à telle problématique, telle étude de cas, par exemple. Mais la personne, si elle a vécu souvent des enjeux de discrimination puis qu'elle n'a pas nécessairement vécu telle chose, elle ne sera peut-être pas en mesure de répondre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les compétences pour le faire avec des compétences transversales ou est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle peut aller piger là-dedans. Mais ne serait-ce que quelqu'un comme réponse. Qui sort de l'école aussi, tu sais, qui n'a peut-être pas toujours la situation telle qu'elle. Mais ça reste intéressant comme conversation parce que ces questions-là ancrées dans les expériences passées peuvent être quand même plus neuro-inclusives que les questions projectives de l'autre côté vers projette-toi dans une simulation. Exactement. Fait que là, on revient justement, en fait, t'as été où ce que je voulais aller C'est même pas arrangé avec la personne des vues. Non, absolument pas. Avoir des options à même l'environnement ou à même les processus. Exact. Fait que d'avoir une question qui est « Que ferais-tu si ça arrivait? » ou « Qu'as-tu déjà fait dans une situation précédente? » Fait qu'on parle d'avoir des entrevues qui sont plus structurées avec des questions soit situationnelles ou des questions de projection. Ouais. On va venir voir comment est-ce que la personne réagirait dans tel événement. Fait éviter des entrevues où est-ce qu'on fait juste jaser de tout et de rien pour voir si on sent qu'on a un fit avec la personne. Et moi, je serais tellement en hyper-vigilance dans une entrevue de jasette. Là, je serais comme en mode panique de ne pas être capable de décoder quand est-ce que c'est important ou pas. J'y pense, je fais de l'anxiété. J'ai déjà eu une job pour une entrevue où est-ce que j'ai dû parler 5 minutes sur l'heure au complet. Comment tu as évalué tes compétences à toi? En fait, c'est toi qui les as évaluées pour savoir si vous voulez les choisir. C'est ça. Je sais pas. J'étais bien contente d'avoir la job. Je pensais pas que je l'aurais, mais... 5 minutes très bien rentabilisées. Effectivement. Mais tu sais, ça reste quand même qu'il y avait un risque associé à... Tu sais, je l'ai bien fait la job et ça a été un bon choix de leur part, là. Ouais. Mais, ouais, bref. Revenons à nos moutons et à nos questions. Ça rime, tout ça. Les questions projectives, c'est ça, comme tu disais, ça peut être plus difficile d'avoir des questions dans l'expérience passée, des fois causer des défis. Fait que c'est quoi la clé par rapport à ça? Ben, c'est savoir qu'est-ce que notre question évalue. Parce que si on a une question puis qu'on ne sait pas à quoi elle sert, c'est là que ça commence à être un enjeu. Puis ça peut avoir l'air tellement niaiseux ce que je dis, mais malheureusement, des fois, c'est ça, on n'a pas pris le temps de se questionner ou c'est le guide d'entrevue qu'on nous a donné puis on ne sait même pas pourquoi on pose certaines questions. Donc, il faut que nos questions, elles aient une fonction, qu'on en sache quelle est la cible, parce qu'en sachant la compétence ou la cible qu'on cherche à évaluer, ben, ça nous permet d'avoir des options de questions. C'est pas la question, en fait, qui doit être rigide puis comme immanquable, là. C'est vraiment qu'est-ce que je cherche à identifier dans la réponse. Exactement. Puis ça va revenir à ce que j'ai mis dans mon affichage de poste que j'ai rédigé avec... C'est tout relié, ces patentes-là. Tout est relié. Tout est dans tout. Là, on est encore dans l'entrevue quand même, puis l'entrevue n'est pas la seule option. Parce que de façon générale, à moins qu'on la balise efficacement, cette entrevue-là, 3/4 du temps, les gens vont venir évaluer la compétence de vente de la personne. Fait que quand je passe en entrevue comme personne candidate, ben je vais aller me vendre comme étant le ou la candidate idéale pour ce poste-là. Puis, pour plusieurs personnes neurodivergentes, le fait de se vendre, là, je parle de personnes neurodivergentes, mais même quelqu'un qui vient d'une autre culture, où est-ce que le fait de
de se vanter serait comme mal vu, n'ont pas nécessairement ces aptitudes de vente-là, de se mettre de l'avant nécessairement, bien, on n'est pas en train d'évaluer la compétence reliée à l'emploi. Fait que si je recherche un emploi parce que la personne fait, par exemple, de la saisie de données, puis qu'il n'a jamais besoin de vendre, puis que c'est un travail plus solitaire, pourquoi est-ce que mon critère de sélection premier, qu'il soit conscient ou inconscient, vient valider sa capacité à se vendre et à rayonner plus que les autres? Ouais. Je n'ai pas évalué sa compétence nécessaire à l'emploi. Fait que peut-être que la personne qui se vante le mieux est celle qui a le moins de compétences, mais qui sait comment les vendre. Hey, fun fact, là, mais plus jeune, je pense que c'est au cégep, à un moment donné, je m'étais fait adopter par un groupe de gens. Et c'est des gens qui aimaient beaucoup le hockey, justement. Puis j'avais développé la stratégie d'écouter la radio le matin puis de rendre plein de faits sur le hockey et de statistiques. Je me vendais vraiment bien comme une fan de hockey. Je ne connais rien pantoute au hockey. Sérieusement. Ça a été une stratégie de survie sociale pendant plusieurs mois dans mon histoire cégepienne. C'est vraiment drôle. Non, mais c'est comme un exemple parfait, je trouve, à amener de... C'est pas parce que Moi, j'ai une bonne capacité à me vendre. Honnêtement, ça donne. J'y arrive. Puis c'est ça. Ça voulait pas dire que j'avais la compétence concernée. C'est ça. C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que l'entrevue? Ben, on peut faire des tests à l'embauche. Là, on a parlé du test de français, mais on peut avoir des tests techniques, des tests de compétences qui viennent évaluer si la personne elle est capable de le faire. Puis là, je reviens avec l'analogie que j'adore et que j'utilise toujours. Si je recrute pour un rôle de pâtissier ou de pâtissière, est-ce que je veux que la personne que j'embauche soit celle qui me décrive de façon la plus délicieuse ever les gâteaux qu'elle fait puis pourquoi que ces gâteaux, c'est les meilleurs? Ou je veux une personne qui m'en fasse un puis que j'y goûte? Puis que je constate. Que je constate à quel point c'est incroyable. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, moi, je trouve que c'est une image qui ramène facilement à bien comprendre. Puis, tu sais, là, on parle de tests de compétences, mais ça peut être aussi des échantillons de travail, des portfolios. Exact. Des fois, on oublie, je pense qu'il y a d'autres stratégies parce qu'on les voit plus, là, fait qu'on sait même plus qu'elles existent. Puis, je sais que toi, tu ramènes souvent aussi les notions des coefficients de validité, dans ce sens que différentes stratégies pour le processus de sélection vont avoir différentes valeurs de prédiction de la compétence en emploi par la suite. Effectivement. Puis dans ceux qui sont intéressants de regarder, puis pour les personnes qui aiment regarder les sources, vous allez voir, c'est des sources qui datent un peu parce que il n'y a pas beaucoup de data là-dessus disponible, mais fut étudié un jour, est-ce que la calligraphie de la personne était un prédicteur d'efficacité en emploi? Ben non, aucun coefficient de validité entre les deux. Est-ce que l'âge de la personne candidate était valide? Non, était même... En fait, c'est le seul coefficient de validité qui est négatif. Dans le sens que c'est aucunement prédicteur. Aucunement prédicteur, dans le fond. Ça peut être même l'inverse de ce qu'on s'attend à ce qui va se passer. Exactement, exactement. Puis, quand on regarde au niveau, par exemple, de les entrevues que je pose en question, ben des questions comportementales passées ou situationnelles vont avoir des coefficients de validité similaires et plus élevés que des questions d'historique ou des questions de connaissance de l'emploi. Encore une fois, en termes de prédiction de la capacité de la personne à faire l'emploi dans les meilleures circonstances. Fait que quand on parle d'historique de l'emploi, quand je passe la moitié de mon processus d'entrevue à demander « OK, parfait, là, tu as travaillé à quel endroit? De quelle date à quelle date? » Puis pendant ce temps-là, moi, je me souviens pas de quelle année à quelle année j'ai travaillé là parce que je sais plus c'est quoi que j'ai mangé hier. Exact. Quelle tâche as-tu fait? Au lieu de poser des questions qui font réfléchir à la personne et me donner une réponse qui... fait il y a beaucoup de choses là-dedans qui, encore une fois, tu sais, ça relève de l'habitude, des façons de faire en recrutement qui sont très installées partout. Puis si vous nous écoutez en ce moment, vous dites « Ah, mais toutes les questions dit, tous les bons trucs, je le fais. » Nice. Nice, vraiment. Puis tu sais, j'ai envie de souligner le fait qu'en ce moment, on n'est même pas dans des mesures spécifiquement neuro-inclusives. Là, on est vraiment dans des bonnes pratiques de recrutement qui vont éviter d'engendrer des situations de handicap pour des personnes neurodivergentes, mais aussi pour d'autres profils de personnes. Là. Donc, si on arrive déjà à faire ces bonnes pratiques-là, on va niveler le terrain d'une manière beaucoup plus neuro-inclusive et beaucoup plus accessible à la base. Et après, il restera peut-être des adaptations plus individualisées ou plus ponctuelles, mais on ne se sera pas nous-mêmes mis des bâtons dans les roues dans notre relation avec l'expérience candidate. T'sais. Exactement. Puis en plus de réduire l'écart et le fossé pour atteindre des emplois qui sont souvent non accessibles pour des personnes neurodivergentes qui vivent beaucoup de discrimination. Ouais. Puis là, tu sais, je dirais que je ne rentrerai pas là-dedans, mais tu sais quoi, je vais finir là-dessus. Fut un temps où, après avoir eu mon diagnostic, avant de me lancer à mon compte,
je cherchais un emploi, puis à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais quoi, j'avais ce besoin d'advocacy-là, puis j'avais ce besoin-là aussi de me retrouver dans un environnement où est-ce que je serais en sécurité, puis que si j'échappais une balle par inadvertance, parce que ça arrive, là, que je ne sois pas réprimandée, puis qu'on soit plus en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça arrive, pour prévenir, pour collaborer ensemble. Fait que j'avais ce besoin-là quand même de me dévoiler en entrevue, puis je vous dirais, dans le peu d'entrevues que j'ai fait avant de faire, bon, mais tout bas, je m'en vais à mon compte, quand j'ai mentionné, ça allait passer de, wow, je me sentais comme une candidate très désirable à, bon, ben merci, OK, bye. Tu le sens, le clic. Oui, le moment où ça change. Fait que les chances que quelqu'un se dévoile à vous en entrevue ou dans le processus de recrutement sont extrêmement faibles. Puis c'est le lot des personnes neurodivergentes, dans plusieurs cas, que ça soit invisible, que ce soit camouflable, puis souvent le choix va être de camoufler justement pour avoir accès à l'emploi. Fait que de rendre nos processus le plus accessible possible, ça veut juste dire qu'on le rend accessible pour les personnes qui le diront, mais les personnes qui ne diront pas, puis qui risqueraient de vivre ces barrières-là, puis de ne pas accéder, puis de ne pas pouvoir participer avec tout leur potentiel et leur talent à notre entreprise. Puis tu sais, je disais au premier épisode que j'aime beaucoup le mot artefact. Si on est un artefact, vous voulez mettre de l'avant votre culture inclusive, ben avoir un processus de recrutement qui correspond à ce que vous dites. Donc, vous faites ce que vous dites, hein, les bottines suivent les babines. C'est un exemple de cohérence, c'est un artefact de neuro-inclusion. Et ça, les personnes qui le recherchent vont le voir. Donc, les personnes qui n'ont pas ces besoins-là le verront peut-être pas, parce que c'est ça le privilège, hein, c'est que ça va avoir beaucoup d'obstacles qui nous sont invisibles, mais les personnes concernées vont s'en rendre compte du fait que le processus a été réfléchi de manière neuro-inclusive. Ça vaut la peine. C'est ça. Fait que ça, c'était un petit échantillon des choses qu'on peut faire, puis il y en a d'autres et il y en a plus. Que c'est ça. Le format podcast ne le permet pas, mais le format formation le permet. Notre formation, elle dure plusieurs heures sur le sujet. On a plein de choses à vous raconter, puis le but, c'est que ce soit le plus diligent possible de votre réalité, appliqué, pratique. Tu sais, on nomme des choses très haut niveau aujourd'hui parce qu'on a 30 à 40 minutes pour vous jaser de recrutement, mais c'est un sujet qui est complexe puis qui mérite qu'on se penche sur votre réalité qui est spécifique et unique. Voilà. Puis en bout de ligne, c'est juste bénéfique pour tout le monde. Ben, c'est ça. Fait que sur ce, on vous dit merci. On espère qu'on vous a nuancé ça de manière efficace. On vous laisse, comme d'habitude, parce que j'ai décidé que c'était une habitude à partir de maintenant, des liens en dessous de l'épisode, donc vers des articles de blog, vers les ressources qu'on a nommées. Et ben, on se revoit pas pendant tout, on se réentend dans un prochain épisode. Merci. Bye là. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuance.com.